Bonjour à toutes et à tous. Heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, encore une fois, bien sûr, avec ma chère intervenante Maryam Yeshioui, professeure universitaire à l'UNT Jarneta, pardon. Heureuse, bien sûr, de te recevoir, ma chère Maryam, Heureuse et aussi. d'avoir accepté mon invitation pour nous parler, bien sûr, des conseils méthodologiques pour réussir notre thèse, etc. Et aussi partager avec nous ton expérience en tant que professeur universitaire. Alors, je ne vais pas trop s'attarder. Je vous donne la parole. Et pour les questions, on va les laisser jusqu'à la fin du live. Comme Ok, ça, on peut bien sûr répondre et orienter beaucoup plus la communauté. d'accord. Voilà. Alors, à toi la parole. D'accord. Merci beaucoup, Myriam. Déjà, merci à toi de m'avoir invitée. Et c'est un plaisir Partagez. de venir partager à mon expérience, avant d'être professeur, mon expérience en tant que doctorante, donc avec les différents doctorants. Et puis, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous regarder là maintenant. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, en fait, je vais vous donner en fait quelques astuces issues de mon expérience, donc en tant que doctorant. Donc, ça sera pas une séance de méthodologie théorique, mais plutôt un retour d'expérience. Donc, par rapport à ma propre expérience, par rapport aux erreurs que j'ai faites pendant mon cursus doctoral et qui m'ont permis en fait de vous présenter aujourd'hui quelques astuces et puis quelques conseils que j'espère seront bénéfiques pour vous. Et bien sûr, après, on va répondre aux questions au cas où j'ai oublié de mentionner quelque chose dans mon discours. Alors, l'aventure doctorale, elle commence en fait avant de commencer le doctorat. D'accord? Elle commence en fait par le projet. D'accord? Par votre projet de recherche. Et en fait, ce projet de recherche, on n'attend pas jusqu'à ce qu'on commence le doctorat, jusqu'à ce qu'on soit accepté pour voir si notre thème est pertinent, si on a fait le bon choix et tout. Non. En fait, et à mon avis, c'est que dès le début, donc dès le projet, quand vous êtes en train de faire votre projet, vous devriez en fait vous poser des questions donc par rapport à ce projet. D'accord? Par rapport à ce sujet. Est-ce que ce sujet, il est pertinent? D'accord? Donc, vous allez voir la pertinence de votre sujet. OK? Et puis, il y a des facultés également qui imposent des sujets. D'accord? Et du coup, vous, en tant que futur doctorant, vous choisissez euh, le sujet qui est le plus adéquat avec vos connaissances, votre champ. Il y a des facultés également qui imposent votre champ d'expertise un peu. Par exemple, si vous êtes en marketing, vous vous sentez bien en marketing management, allez-y vers un thème sur le marketing, sur le management et bien sûr les autres thématiques en fonction, donc comme je vous ai dit, en fonction de vos connaissances, de votre capacité donc à poursuivre donc cette recherche sur un sujet imposé. Là, c'est par rapport au sujet imposé. S'il ne l'est pas, il faut que vous choisissiez un sujet, comme j'ai dit, qui soit pertinent. Également, il faudrait que vous vous posiez des questions sur la faisabilité de ce projet. Et quand on parle de faisabilité, il faut aussi parler de la faisabilité matérielle, géographique également. Donc, par rapport à votre étude, par rapport à l'étude, quand vous allez arriver à l'étude sur terrain, est-ce que vous devriez vous déplacer? Est-ce que vous allez avoir accès à la cible, par exemple, de votre échantillon, etc. Donc, dès le début, c'est une recherche qui est obligatoire avant de déposer votre projet de recherche, à mon avis. C'est pas post acceptation dans le cycle doctoral, mais plutôt avant. Donc, il faut faire des recherches. Et puis, bien sûr, comme dans le projet de recherche, la plupart des doctorants, dans le projet de recherche, on vous demande de mentionner les apports de ce sujet. Donc, déjà, avant de déposer ce projet, il faut voir quel est votre apport. Donc, pourquoi vous allez choisir ce sujet? C'est-à-dire que vous devriez en fait vous situer par rapport à d'autres recherches, donc aux recherches précédentes, d'accord? Et c'est là où on va voir la pertinence de ce sujet. Donc, vous allez voir s'il est original déjà, s'il a été consommé ou pas, ou bien s'il est nouveau, ok?
Et puis quand on est dans le monde de la recherche, et c'est de votre droit, c'est d'aller voir ce qui se fait dans d'autres contextes, donc contexte américain, européen, etc. Et de voir ce qui se fait là-bas et venir, par exemple, faire une étude similaire, une recherche similaire sur un contexte différent ici au Maroc. Donc là, vous pouvez choisir votre thème par rapport même à ce critère. OK? Donc là, c'est vraiment la première des choses, c'est le projet de thèse. Il doit être bien ficelé, bien choisi, bien élaboré. Et là, même le jury en fait, quand on est dans le concours en fait, le jury voit la pertinence du sujet, l'originalité du sujet, d'accord? Et puis, si parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait leur projet, il y a aussi un conseil que je donne également, et j'ai vécu aussi cela en fait, c'est de choisir par exemple le sujet que vous avez étudié ou bien que vous avez fait pendant votre PFE, d'accord? Même le PFE, si vous avez choisi un sujet qui est original, vous pouvez également donc l'utiliser comme sujet de recherche. Et c'est le cas, c'est ce qui m'est arrivé en fait, c'est que le PFE, j'avais travaillé sur tout ce qui est communication entre administration publique et citoyens, d'accord? Et en faisant ce PFE, j'ai découvert la notion de Citizen Relationship Management. Vous pouvez trouver la vidéo donc de ma soutenance sur dans le groupe donc des doctorants et tout. Et du coup, pourquoi je vous dis ça? C'est que le plus, quand vous avez la même thématique qui vient depuis votre PFE et que vous faites la même chose pendant le cycle doctoral, ça va vous permettre d'utiliser par exemple les résultats de votre PFE comme première communication et premier article. C'est ce qui m'est arrivé. Donc la première communication, c'était les résultats de mon PFE. Et c'est de votre droit de faire ceci. Et puis, il faut être stratège depuis le début. Donc, une bonne stratégie depuis le début de votre projet. D'accord? Donc, pour ne pas trop s'attarder sur ce projet, et surtout, il y a parmi vous des doctorants qui ont déjà commencé. Donc, par rapport au sujet, pertinence, faisabilité et apport de ce sujet par rapport au contexte, par exemple, marocain. D'accord? Alors, quand on est accepté dans le cycle doctoral, ce qu'on fait la majorité quand on commence en fait, c'est que la faute qu'on fait en fait, et je pars de ma propre expérience, c'est que on commence à lire, et on se dit on va faire des fiches de lecture, d'accord? Mais des fois, on se retrouve perdu. Il y a des gens qui passent une année à lire sur leur sujet, alors que, et en fin de compte, une année peut-être pas perdue. C'est bien d'avoir lu sur le sujet, mais on se retrouve perdu. D'accord? Et c'est ce qui se passe la plupart du temps, donc, pour la plupart des doctorants. Alors, le conseil que je donne, donc, comme je vous ai dit, par rapport à mon expérience et par rapport à mes erreurs, donc moi aussi, au début, c'était des lectures et aucun cadrage, d'accord? Du coup, ce que je vous conseille, quand vous êtes en première année, vous voulez lire sur le sujet pour avoir une certaine idée, pour avoir les grands axes de ce sujet, c'est de consacrer les premiers mois de votre première année. C'est-à-dire de ne pas passer toute l'année à faire que des lectures, sans résultat. OK? Mais commencez dès le début. Comme je vous ai dit, il faut être stratège par rapport au projet, par rapport au début de votre thèse. Et puis, j'ouvre une parenthèse, s'il vous plaît. Quand on est doctorant, on ne vous demande pas de bâtir des châteaux en Espagne. D'accord? Vous êtes des étudiants-chercheurs. OK? Vous êtes sous la direction d'un professeur. Et du coup, ce que je veux vous dire là maintenant, c'est que vous êtes en train d'acquérir une maturité dans la recherche. OK? Pour moi, le doctorat, c'est la clé
qui va vous permettre de commencer la vraie recherche. Donc, vous, maintenant, en tant que doctorant, vous êtes étudiant-chercheur, d'accord? Vous êtes des doctorants. Et du coup, l'objectif, ça veut pas dire que vous allez bâcler les choses, mais l'objectif, c'est d'avoir le diplôme de doctorat. D'accord? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de devenir des chercheurs internationaux dès le début. Parce que là, en tant qu'étudiant, parce que quand on est étudiant, on étudie, on découvre, on acquiert une maturité. Et malheureusement, c'est que on s'attarde on veut tellement parfaire les choses qu'on oublie la première finalité, c'est d'avoir le diplôme de doctorat. D'accord? Et puis ce diplôme de doctorat, quand vous allez, Inch'Allah, devenir des professeurs, c'est là où va commencer la vraie recherche. D'accord? Donc pour moi, le doctorat, c'est la clé pour commencer la recherche. Et du coup, mettez-le dans, mentionnez ça ou bien écrivez ça quelque part, c'est que votre objectif principal, c'est d'avoir le diplôme. Mais il faut se différencier, il faut exceller pour avoir ce diplôme, d'accord? Comme pour les majorants quand on est en master, etc. Donc, il faut bien sûr exceller et être vraiment des étudiants-chercheurs. OK? Je ferme la parenthèse. Et donc, pourquoi j'ai dit ça? Pour que je vous donne un planning ou comment faire votre doctorat pour le finaliser en 3 ans, 4 ans, d'accord? Pour ne pas vous attarder, pour avoir votre clé, pour commencer votre recherche. Donc, première année, les premiers mois. Moi, je me dis 3-4 mois maximum. Maximum. C'est de lire des articles sur votre thématique. Mais il ne faut pas lire n'importe comment. Donc, les premiers mois, vous ne pouvez pas venir avec un plan dès le début. Mais ce que je vous recommande, c'est que vous preniez le titre de votre sujet, le thème de votre sujet, de le diviser en rubriques. D'accord? Chacun de vous, vous allez trouver que dans votre sujet, dans votre problématique, etc., il y a différentes rubriques. Vous vous organisez même sur votre PC. D'accord? Sur le PC, chaque rubrique, un dossier. Et dans chaque dossier, vous allez commencer à lire par rapport à cette rubrique. D'accord? Vous n'allez pas commencer à lire n'importe comment. Essayez de faire, donc, si vous voulez vraiment des fiches de lecture, moi, je ne suis pas vraiment adepte des fiches de lecture dès le début. Mais si vous voulez quand même avoir des fiches de lecture ou bien une petite synthèse pour vous souvenir des éléments de l'article, oui, vous pouvez faire cela. Et du coup, organisez. Tout est question aussi d'organisation. Organisez votre PC, des dossiers pour chaque axe que vous découvrez en lisant, etc. Et puis, le conseil que je donne, c'est que dès le début, quel que soit votre sujet, cherchez au moins 3 ou 4 thèses sur votre sujet. D'accord? Dès le début. Et puis, soit des thèses françaises, mais je recommande plutôt donc de chercher des thèses anglo-saxonnes parce qu'on sait très bien que ils sont bien développés donc dans la recherche, etc. Du coup, je préconise de chercher donc des thèses en anglais. Ça va vous permettre d'avoir plus de visibilité. Donc, pourquoi je recommande d'avoir donc des thèses sur votre sujet ou qui sont un peu similaires à votre sujet? Ça va vous permettre d'avoir des idées sur différents plans, d'accord? D'avoir des idées sur donc des axes que vous n'avez même pas pensé à travailler dessus et du coup des thèses. Donc ça va vous donner donc des idées sur les grands axes, des axes et ça va vous permettre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça va vous permettre donc de commencer le cadrage du sujet. D'accord? Ça va vous permettre également donc d'autres thèses, de voir ce qui s'est fait dans d'autres contextes et de voir si vous pouvez le transposer ici au Maroc et quels sont les autres axes qui n'ont pas été traités, que vous pouvez traiter dans votre recherche. Donc déjà, l'importance de ces thèses, c'est d'avoir ceci et ça va vous permettre surtout, et j'arrive au point le plus important qu'on
qu'on ignore au début et qui doit être en fait étudié dès le début de votre cursus doctoral, c'est l'épistémologie et la méthodologie. D'accord? Parce qu'en fin de compte, votre thèse doctorale, c'est quoi? C'est quoi le plus de votre thèse? Certes, la partie théorique, elle est importante. Elle vous permet de cadrer, elle vous permet de proposer un modèle, etc. Mais le plus important, c'est votre méthodologie, donc votre épistémologie et méthodologie qui va vous donner les résultats de votre recherche. Et c'est là votre valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée de votre doctorat, c'est ces résultats, c'est votre étude. Donc c'est ce que vous allez apporter de nouveau. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous allez faire? Donc, à part la partie théorique, qu'est-ce que vous allez faire, vous, en tant que doctorant? Quel est l'apport de votre recherche? Deux questions à vous poser, et ces deux questions, elles vont vous permettre de délimiter votre paradigme ou bien de déterminer votre paradigme épistémologique. Deux questions très simples. Est-ce que vous, en tant que chercheur, est-ce que vous allez explorer ou vérifier ou les deux? D'accord? C'est-à-dire, quand on est dans l'exploration, quand on explore, en fait, il y a trois paradigmes épistémologiques les plus connus et les plus importants à connaître. Donc là, ce n'est pas un cours d'épistémologie. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur l'épistémologie. Je vais vous expliquer l'épistémologie d'une façon très simple. Et du coup, c'est à vous de faire vous êtes des chercheurs, donc c'est à vous de faire des recherches, de lire des articles et des livres par rapport à cette épistémologie. Mais en fait, pourquoi explorer et pourquoi vérifier? Quand on est dans l'exploration, on est dans deux paradigmes, d'accord? On est dans ce qu'on appelle le paradigme interprétativiste, donc l'interprétativisme, et un autre paradigme qui est le constructivisme, d'accord? Et ces deux paradigmes permettent d'explorer, c'est-à-dire que vous n'allez rien vérifier, d'accord? Vous n'allez pas proposer des hypothèses, mais au contraire, donc, l'exploration, la plupart du temps, se fait à travers une étude qualitative, une étude de cas, etc. Et puis, en parlant des études de cas, je vous recommande aussi de faire des recherches par rapport à l'utilisation de l'étude de cas en sciences de gestion. On commence à s'intéresser à cette méthodologie de recherche. Et il y a je pourrais vous le laisser en commentaire. Il y a un article de Monsieur Saïd El-Moustafi, un professeur à l'ISCAE, qui a fait tout un article sur l'utilisation de la méthode des cas dans les sciences de gestion. D'accord? Donc, je vous invite donc à rechercher. Il est disponible en ligne et de voir que même l'étude de cas, qu'elle soit cas unique ou multiple, on commence donc à s'intéresser donc à cette partie d'exploration et à l'étude de cas. Revenons aux deux questions. Donc, est-ce que je vais explorer? Si oui, soit je choisis l'interprétativisme, soit je choisis le constructivisme. C'est quoi la différence entre interprétativisme et constructivisme? Quand on est dans l'interprétativisme, on a le mot donc interprétation. On interprète, d'accord? Et on est dans la description. On ne construit rien. OK? Donc, vous allez mener donc une étude exploratoire dans votre contexte d'étude. Et cette étude exploratoire, vous allez décrire ce que vous allez obtenir comme résultat. Vous allez interpréter. OK? Toujours dans l'exploration, on a ce qu'on appelle le constructivisme. C'est quoi le constructivisme? On est aussi dans la description, mais on construit de la connaissance. Vous allez construire de la connaissance. Et cette connaissance, ça pourrait être par exemple un modèle, ça pourrait être des propositions, etc. Donc, vous allez proposer donc une nouvelle connaissance, donc une construction de connaissances. Donc, c'est ça la différence entre l'interprétativisme et le constructivisme. Et je vous invite à avoir plus de détails, donc à faire des recherches sur les paradigmes épistémologiques. Puis, la deuxième question, c'est est-ce que ma thèse va être une thèse de vérification? C'est-à-dire, quand on parle de vérification, on parle d'hypothèse, d'accord? On parle un peu du côté quantitatif, ok? Et on vérifie donc à travers l'élaboration d'un modèle. Ce modèle va nous donner nos hypothèses et ces hypothèses, à travers une étude sur terrain, va permettre en fait de vérifier. Et puis, on peut avoir les deux, d'accord? On peut et explorer et vérifier.
c'est parmi les choses que j'avais faites, c'est la méthodologie que j'ai suivie en fait, c'est que moi en fait j'ai travaillé sur le Citizen Relationship Management, d'accord, dans le contexte marocain. Par rapport à cette thématique, je n'avais pas de données ici au Maroc, d'accord. Donc ce qu'on fait quand on n'a pas des données, on fait de l'exploration. Donc j'ai fait dans un premier temps en complément à ma partie théorique, j'ai fait une étude exploratoire pour avoir un état des lieux donc de la gestion de la relation ici, excusez-moi, dans les administrations publiques. Donc c'était une étude qualitative, des interviews convergentes. J'avais utilisé les interviews convergentes et ça m'a permis d'avoir un état des lieux, de ressortir des variables que j'avais pas trouvées dans ma théorie et qui m'a permis de construire de la connaissance, c'est-à-dire de construire un modèle. Donc, l'exploration m'a permis cela. Donc, j'ai exploré, j'ai élaboré un modèle, puis je vérifie. Je vérifie également ce modèle à travers une étude quantitative. D'accord? Donc là, on peut soit vérifier, soit explorer, soit faire les deux en même temps. Donc, la première des choses, c'est de commencer avec la lecture donc théorique, avec un cadrage au début. Donc, essayez de cadrer par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport donc aux thèses, etc. Il faut plus vous focaliser et s'il vous plaît, je mets un trait rouge sur ça. C'est que c'est le plus important, c'est l'épistémologie qui va vous donner qui va vous permettre d'avoir votre méthodologie et du coup, c'est la base de votre thèse. Vous n'allez pas être perdu. Vous n'allez pas vous perdre si dès le début, vous commencez à cadrer et vous avez une idée sur votre paradigme épistémologique et la méthodologie que vous allez effectuer. Dès le début, dès votre première année, tout doit être cadré. D'accord? Et puis, dès la première année, après avoir acquis une certaine maturité, donc côté épistémologie, etc., vous allez acquérir une certaine maturité par rapport à votre thème, par rapport aux thèses que vous avez trouvées, par rapport aux différents articles selon les rubriques que vous avez bien sûr organisées sur votre PC, s'il vous plaît. Donc, tout est question également d'organisation, ok? Pour ne pas être perdu, il faut que pendant votre première année, que ce soit donc vers la fin de la première année, etc., il faut que dès la première année, d'accord, donc je pars de mes propres erreurs, c'est que dès la première année, vous élaborez un plan préliminaire, un plan théorique surtout préliminaire. Dès la première année, vous devriez avoir cadré votre sujet. On ne peut pas commencer à lire, et on ne sait pas où l'on va. On va rester perdu, vous n'allez pas finir. Ça va être donc que vous allez continuer dans les 5 ans, 6 ans par rapport à votre thèse. Je vous le dis, si vous ne cadrez pas dès la première année, si vous ne sortez pas dès votre première année avec un plan préliminaire, dites-vous que vous êtes en retard, sincèrement, en retard et puis vous allez rester perdu. Donc, dès la première année, un plan préliminaire, vous pouvez le changer, mais au moins, ça va vous permettre d'avoir des chapitres, des axes et ça va même vous faciliter le fait de faire vos communications également. D'accord? C'est que quand on a un plan qui est préliminaire, quand on a un premier chapitre, donc moi je conseille plus donc la rédaction en chapitre, pas en partie, donc je vais parler donc en chapitre. 2 chapitres théoriques. L'idéal c'est que dans chaque chapitre vous avez donc 3 sections. La plupart du temps, c'est 3 sections, c'est ce qui est conseillé. Donc, imaginez, dans chaque chapitre, vous avez 3 sections. Dans l'autre chapitre, vous avez 3 sections. Ça va vous permettre d'avoir des sujets de communication. Pourquoi je vous dis ça, en fait? Moi aussi, j'ai fait l'erreur, c'est que moi aussi, à la fin de ma première année, je vous dis pas que j'avais déjà mon plan préliminaire. Non. Mais en fait, moi, j'avais fait l'inverse. D'accord? Pourquoi je vous parle de mon expérience? Parce que c'est ce qui m'a permis de vous conseiller ça, que vous ayez un plan préliminaire dès votre première année. Comme je vous ai dit, malgré le fait que j'étais en retard un peu au début, mais je communiquais beaucoup. D'accord? À chaque fois que j'ai un axe qui m'intéresse par rapport à ma thématique, je la communiquais. Du coup, dès ma première année, j'avais déjà une communication et une publication. Donc, par rapport au PFE. Donc là,
on compte pas ceci. Mais après, j'ai enchaîné la deuxième communication, la troisième communication. Pourquoi je vous conseille de faire les communications? Vous êtes des étudiants, mais aussi des chercheurs. Ça va vous permettre de découvrir ce qu'est le monde des communications, ce que c'est la rédaction, etc. Et en fait, les communications que j'avais effectuées, une fois que j'avais élaboré donc le plan préliminaire, quoique c'était plus tard que la première année, donc c'était en deuxième année que j'avais élaboré ce plan préliminaire, je me retrouve avec 3 de mes communications qui ont été publiées, 3 de mes communications qui étaient intégrées dans 3 de mes sections. Donc imaginez, vous voyez pourquoi je vous dis, c'est intéressant d'avoir le plan préliminaire dès le début, d'avoir des axes dès le début qui peuvent être communicables, on peut dire, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais qu'on peut communiquer. Et du coup, le fait d'avoir ce plan préliminaire, d'avoir des idées d'axes que vous pouvez communiquer, ça va vous faciliter la tâche de la rédaction et ça va vous montrer comment on rédige une thèse. Tout simplement, chaque section, c'est une communication. C'est comme si chaque section était un article. D'accord? Une communication, un article. C'est que malgré le fait que j'avais ce retard, mais 3 de mes communications ont été intégrées. Donc 3 sections, ce qui m'a montré en fait comment je vais rédiger les autres sections. C'est comme si j'avais des guidelines, j'avais une communication à envoyer. Et du coup, c'est comme ça qu'on rédige en fait. Et c'est pour ça, je vous dis, donc je pars de mes erreurs et je vous le conseille à vous, c'est que dès la première année, vous sortez avec un plan avec 2 chapitres, 3 sections. Et l'idéal, c'est que chaque section soit une idée d'article. Ça va vous aider, de 1, de faire vos communications, de 2, de publier, et de 3, de finaliser donc la rédaction d'une façon très simple, pour ne pas voir cette rédaction comme une montagne. OK? Et en parlant de communication, juste par rapport aux communications, conseil également par rapport aux communications et publications, ce que je vous conseille en fait, c'est que quand vous cherchez vos communications et vos publications, il faut chercher des communications qui publient les papiers qui sont acceptés. C'est pour ça que je vous ai dit au début, soyez stratège dès le début. Ayez comme objectif le diplôme de doctorat, mais aussi montrer que vous êtes vraiment des chercheurs. D'accord? Du coup, je conseille de faire beaucoup de communication, de 1, de chercher donc des conférences qui publient les papiers. D'accord? Il y a des conférences internationales, il y a le site de Conference Alerts. On pourra partager donc soit Meriem, on peut faire une publication, on peut proposer donc les différents sites. Donc il y a Conference Alerts qui permet donc de trouver donc des conférences et des séminaires à l'international, d'accord, et je vous recommande de faire d'aller à l'international, d'accord. C'est vrai que ça demande du budget, mais vous allez découvrir un autre monde de recherche, vraiment de différents profils, d'accord. Mais néanmoins, vous pouvez quand même faire des conférences internationales ici au Maroc. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, surtout en marketing. Il y a les conférences qui sont organisées par l'association marocaine de marketing. Chaque année, il y a des conférences qui sont, il y a un séminaire qui est organisé. Et puis même cette conférence, les meilleurs papiers, donc même pas les meilleurs, mais les papiers qui ont été acceptés pour communication sont publiables. Donc c'est pour ça que je vous dis, choisissez la conférence où il y a publication, pour ne pas perdre de temps à chercher où publier. D'accord? Dès le début. Donc, un bon plan préliminaire. Comment? Vous allez me dire comment on peut élaborer le plan préliminaire. C'est ce que je vous ai dit au début. C'est de ne pas trop tarder à trop lire, mais de scinder votre thématique en rubriques, en grands axes. Cherchez des thèses qui sont dans votre thématique, dans votre champ d'études. D'accord?
et délimiter. Délimiter. Donc, la première année, c'est une année de délimitation. Pourquoi pas une première communication? C'est motivant quand vous communiquez la première année et tout, ça motive donc pour continuer, etc. Donc, première année, délimitation de tout votre doctorat, du sujet. Donc, un bon cadrage pour ne pas perdre le temps. Pour que la deuxième année commence avec un nouvel objectif. Donc, cette deuxième année, c'est de commencer à rédiger donc vos différentes sections, d'accord? En ayant comme méthodologie de rédaction, comme si vous étiez en train de rédiger un article, d'accord? C'est-à-dire, c'est là où va commencer donc la vraie lecture, donc la vraie recherche de documentation en fonction de chaque section, en fonction de chaque axe. Vous n'allez plus être perdu dans ce que vous cherchez, d'accord? Donc, chaque axe, vous allez savoir quelles sont les informations que vous voulez. Vous allez commencer donc, et puis on revient à l'organisation, chaque chapitre avec chaque section, pour chaque section un dossier, pour chaque sous-section un dossier, et chaque sous-section avec les articles qui s'y réfèrent. D'accord? Tout est question aussi de rédaction, d'organisation également. On ne fait pas le doctorat sur le tas. D'accord? Ne croyez pas que vous allez commencer à rédiger si vous avez beaucoup de documents et puis ça sert à quoi? Donc, dès le début, c'est une bonne organisation sur votre PC, etc. Ayez toujours aussi un petit cahier. Donc, essayez d'avoir un cahier ou un bloc-notes qui ne vous lâche pas. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, on a des fois, on a des idées qu'on ne devrait pas perdre. Et du coup, il faut écrire ces idées. D'accord? Donc, essayez d'avoir toujours un carnet. Des fois, même écrire à la main, c'est pas mal. Et du coup, je recommande d'avoir toujours un bloc-notes, un cahier qui ne vous lâche pas. Donc, le cahier de doctorat. Et ça reste un souvenir. Et dans ce cahier aussi, c'est de faire des plannings. D'accord? Des plannings, c'est-à-dire que par exemple, je vous donne un exemple, vous avez fait, alhamdoulilah, tout va bien, on a élaboré le plan, d'accord? Vous avez élaboré votre plan. Et du coup, vous devriez vous faire de la pression sur vous-même, comme si vous avez un deadline pour envoyer une communication. C'est la même chose. Vous allez faire un planning selon si vous travaillez, si vous avez des responsabilités, etc. La capacité, combien de temps vous avez par jour pour travailler pour votre doctorat. Donc, c'est en fonction de la capacité de chacun, de la disponibilité de chacun. L'idéal, c'est d'avoir des heures par jour de travail. Et du coup, vous planifiez. Par exemple, si je travaille 4 heures par jour, il me faut 2 semaines, 3 semaines pour rédiger la première section. Je le mets comme deadline avec moi-même. C'est votre travail. C'est à vous de le réussir. Et du coup, un planning avec chaque jour. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'objectif de chaque jour, avec des checks pour chaque jour, ou bien pour chaque date limite que vous allez mettre comme deadline pour vous-même. D'accord? Donc, c'est toutes les questions aussi d'organisation. On ne travaille pas, on n'est pas chercheur si on est désordonné. D'accord? Donc, une bonne organisation sur le PC, une bonne gestion de son temps. D'accord? Si vous avez choisi de faire le doctorat, j'espère que c'est par amour de la recherche, parce que si vous n'aimez pas faire la recherche, je vous cache pas, vous allez laisser tomber. D'accord? C'est du souffle, certes. Mais si vous aimez, si vous avez un objectif, vous allez l'atteindre. D'accord? Et du coup, quand on aime, on s'organise, on trouve du temps pour cette recherche. D'accord? Comme si on trouve du temps pour sortir, on trouve du temps pour regarder des films, etc. C'est la même chose pour la recherche. Il faut un temps précis. Pourquoi je vous dis ça? Ça va vous permettre de planifier. D'accord? L'idéal, comme je vous ai dit, c'est qu'à la fin de la première année, pour ne pas trop s'attarder, vous avez votre premier draft de votre plan préliminaire. Et en fonction de vos capacités, combien ça va vous prendre de temps pour rédiger telle ou telle section? Ou par exemple, vous préférez commencer par une section qui, selon vous, pourrait être communiquée ou pourrait être publiée. Vous avez vu comme quoi la thématique de cette section rentre dans une thématique de communication. Vous pouvez commencer par cette section. Mais
s'il vous plaît, ne passez pas d'une section à une autre sans avoir fini la première section que vous avez rédigée. D'accord? Par exemple, si vous faites le chronologiquement, section par section, s'il vous plaît, jusqu'à ce que vous finissiez la première section, après, vous commencez la deuxième. D'accord? On revient à l'organisation. Ça va vous permettre d'avoir plus de visibilité, d'avoir plus de motivation parce que quand vous finissez une section, vous vous dites « enfin ». Check, d'accord? Vous pouvez la modifier, bien sûr. Attention, surtout que par exemple, si vous allez soutenir à une telle année, au cas où il y a des mises à jour à faire par rapport aux articles que vous avez lus à quelques parties, donc vous pouvez mettre à jour donc des parties de ce que vous avez déjà rédigé donc dès la deuxième année par exemple. C'est pour ça que je vous ai dit tout est préliminaire jusqu'à la fin. D'accord? Mais à chaque fois, s'il y a des données, surtout s'il y a des statistiques que vous mettez, si vous faites des benchmarks, etc., s'il y a quelque chose à mettre à jour, il faut le mettre à jour donc avant de déposer votre thèse. Donc là, c'est par rapport à la rédaction. Et ne passer d'une section à une autre jusqu'à ce que vous ayez fini la première section. OK? Là, c'est vraiment le conseil que je vous donne. C'est parmi les erreurs que moi j'ai faites. Mais alhamdoulilah, j'avais trouvé que j'avais déjà 3 sections qui ont été publiées, que j'avais mis donc dans ma thèse. Et du coup, ça va vous permettre dès le début de faire le contraire de ce que j'avais fait, donc de rédiger. Et à chaque fois qu'il y a une opportunité pour communiquer ou pour publier, vous envoyez votre papier. Mais quand on est dans le théorique, c'est bien sûr, c'est une confrontation entre différents auteurs, c'est des critiques, etc. Mais ce que je conseille en fait, par exemple par rapport à une thématique, par rapport à un axe que vous allez rédiger, essayez pour faire la différence entre un article et juste une partie théorique, de proposer quelque chose à la fin de cet article, de faire une ouverture, mais ne rendez pas juste un article descriptif, d'accord? Juste si comme vous étiez en train de faire une description ou bien une analyse qui est comment dire, on voit pas la valeur ajoutée de votre papier. Essayez quand même de trouver une problématique à ce papier, de faire des analyses critiques de ce papier, de proposer par exemple à la fin une comparaison avec le contexte marocain par exemple, construire quelque chose à la fin de cet article théorique quand même. D'accord? Un modèle, un schéma récapitulatif, etc. Mais au moins, pour faire la différence entre une section de doctorat, enfin de votre manuscrit et un article, c'est de montrer c'est quoi la valeur ajoutée donc de votre article pour pouvoir le communiquer et pouvoir le publier également. Donc, il y a les articles théoriques, il y a aussi des articles empiriques. Au cas où vous avez effectué, par exemple, au terme de votre deuxième année, vous avez fait une étude exploratoire, par exemple, vous pouvez la communiquer et bien sûr la publier, pourquoi pas. Et là, l'article empirique, c'est un petit contexte. Donc, on essaie de mettre le lecteur dans le contexte de une petite partie théorique, mais il faut se focaliser plus sur la méthodologie et vos résultats, bien sûr, et les discussions, les limites, etc. de votre étude, etc. Donc là, c'est vraiment un article empirique que vous pouvez communiquer. Vous pouvez communiquer les premiers résultats d'une étude que vous avez effectuée. Et c'est là où on arrive à la deuxième année. La meilleure des choses, si vous optez pour faire une exploration puis une vérification, donc je parle de mon expérience, vous pouvez, dès votre deuxième année, commencer à rédiger, d'accord? Et puis, vu que vous avez délimité, vous avez un peu cadré le sujet dès le début, vous allez avoir une idée sur une étude exploratoire. Par exemple, j'avais travaillé donc comme je vous ai dit, sur le contexte marocain, une exploration dans le contexte marocain. La meilleure des choses, c'est être en train de rédiger et de lancer, par exemple, un guide d'entretien en même temps. Voir si vous allez vous déplacer. Là, on revient à la faisabilité du projet, d'accord? Donc, quelle est la cible? Est-ce que vous devriez vous déplacer, etc. Les études qualitatives, pas comme les quantitatives, on a tendance elles ont tendance à être plus lentes, d'accord? Donc, essayez, si vous êtes dans l'exploration, de commencer dès votre deuxième année
proposer donc un guide d'entretien et, ah oui, proposer au directeur de thèse. Je reviens au directeur de thèse. À chaque fois, un plan préliminaire doit être validé par un directeur de thèse. Un guide d'entretien doit être également validé par un directeur de thèse. Donc, toujours revenez vers votre directeur. D'accord? Il est là pour vous diriger, bien sûr. D'accord? Mais il faut également une auto-formation de votre part. N'attendez pas, le directeur de thèse pourrait avoir beaucoup de doctorants. Les meilleurs doctorants, ce sont ceux qui s'auto-forment et qui se dirigent vers… C'est à vous de vous diriger vers votre directeur de thèse. Ne croyez pas que c'est le directeur de thèse qui va vous chercher. D'accord? C'est à vous de venir avec de la bonne matière. D'accord? Et de défendre votre travail. OK? Et c'est là où on fait la différence entre deux doctorants. D'accord? Celui qui attend à ce que le directeur de thèse fasse signe et celui qui travaille, qui s'auto-forme, d'accord, et propose à son directeur de thèse, d'accord, et toujours revenir vers le directeur de thèse pour valider tout ce que vous faites, ok, même pour le plan préliminaire, proposez-le, d'accord, dites que c'est un plan préliminaire, que ce sont les premiers axes sur lesquels vous voulez travailler, ok, présentez votre épistémologie. Présentez-la à votre directeur de thèse, il devra la valider. Est-ce que vous voulez être juste dans l'exploration ou juste dans la vérification ou les deux? Donc, à chaque fois, revenez vers le directeur de thèse. OK? Comme je vous ai dit, si vous êtes dans l'exploration au début, essayez que ça soit en même temps. OK? Si la vérification, si vous voulez vérifier, d'accord, si vous êtes dans la vérification, ah, excusez-moi, par rapport à la vérification, on n'a pas parlé de l'épistémologie. Donc, quand on est dans l'exploration, c'est l'interprétativisme et le constructivisme. Quand on est dans la vérification, on est dans le positivisme. D'accord? Une fois que vous vérifiez, une fois que vous avez un modèle, vous allez être défini dans le positivisme. D'accord? Donc, dès le début, vous aurez une idée donc de ces trois paradigmes que je vous invite à avoir plus de détails chez vous, donc quand vous faites les recherches. Alors, si vous êtes dans la vérification, pas d'exploration, il faut un modèle de recherche. D'accord? Le modèle de recherche, il vient pas juste comme ça. D'accord? Le modèle de recherche, c'est la partie théorique. C'est voir ce qui a été fait par d'autres chercheurs. D'accord? Voir d'autres modèles. Essayez d'avoir le maximum de modèles sur votre sujet de thèse, d'avoir le maximum de variables sur votre sujet de thèse. Et on ne propose pas… j'ai eu quelques… en fait, c'est redondant en fait, c'est qu'on propose des hypothèses sans pour autant avoir un modèle de recherche. Ceci est inadmissible. On ne peut proposer des hypothèses que si on élabore un modèle de recherche, un modèle conceptuel, d'accord? Quand on a notre problématique, au début, vous pouvez la diviser il y a des questions de recherche qui émanent de cette problématique, d'accord? Mais les hypothèses, c'est le fruit d'un modèle de recherche. C'est le fruit d'une relation entre différentes variables. Ces relations entre ces variables, la plupart du temps, ce sont des relations d'influence qui sont normalement, bien sûr, on utilise le conditionnel, qui seraient positives jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Par exemple, cette variable influencerait positivement cette variable. Et quand vous vérifiez, vous allez rejeter cette positivité ou bien vous allez l'accepter, d'accord? Mais quand on est dans la vérification, c'est l'élaboration d'un modèle conceptuel, s'il vous plaît. D'accord? Et ce modèle conceptuel, c'est des variables qui sont liées à votre contexte. Donc, par exemple, on est au Maroc, c'est par rapport à votre contexte marocain, mais c'est des adaptations, par exemple, à d'autres modèles. C'est, par exemple, une transposition d'un modèle vers le contexte, donc vers votre champ, dans votre champ d'études. Donc, c'est à vous de voir quelles sont les variables, qu'est-ce que vous voulez expliquer, d'accord? C'est quoi cette variable explicative? Donc, ça, elle émane de votre problématique. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? D'accord? Quelles sont les variables qui vont permettre d'expliquer cette problématique, de répondre à cette problématique? D'accord? On va pas s'attarder sur le modèle conceptuel, mais quand on est dans la vérification, quand on veut proposer des hypothèses, ces hypothèses, ce sont ces relations entre les variables d'un modèle conceptuel.
OK? Et l'idéal, c'est que pendant votre deuxième année, vous êtes en train de rédiger, d'accord? Si vous faites l'exploration, vous êtes en train de faire votre exploration, donc le terme de la deuxième année, vous devriez, par exemple, on va prendre les deux cas, quand on est dans l'exploration et quand on est dans la vérification, et les deux. La deuxième année, l'idéal, rédaction, communication, le côté exploratoire, donc l'étude exploratoire. La fin de la deuxième année, il faut que vous ayez fait 90% du travail. D'accord? Si vous allez, comme ce que j'avais fait, donc l'exploration, puis un modèle, puis la vérification de ce modèle, c'est que il faut qu'à la fin de la deuxième année, début troisième année, vous ayez votre modèle de recherche. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut lancer une autre étude quantitative et bien sûr un échantillonnage, les cibles, etc. Et donc là aussi, même l'étude quantitative, elle a aussi ce côté, on croit qu'elle est facile, mais elle est aussi difficile des fois parce que quand on calcule l'échantillonnage, on devrait par exemple avoir un pourcentage pour chaque catégorie. Par exemple, si vous avez choisi donc de catégoriser, donc d'avoir des pourcentages pour chaque catégorie, bref. Donc selon votre stratégie d'échantillonnage et le nombre de répondants requis pour qu'il y ait significativité, ça peut prendre du temps, d'accord? Et puis aussi, le retard de la deuxième année pourrait commencer en troisième année. Et là, la troisième année, c'est vraiment la finalisation de la rédaction de la partie théorique, d'accord? Essayer de la finaliser. OK? Finaliser également le troisième chapitre relatif à l'épistémologie et à la méthodologie de votre recherche, d'accord? S'il y a exploration avant le modèle, il faut l'intégrer dans ce troisième chapitre, par exemple, d'accord? L'idéal, c'est que votre deuxième année, vous ayez de la bonne matière, une finalisation au moins de 2 jusqu'à 3 chapitres et si vous êtes dans la vérification, commencez l'étude quantitative. Nous pouvons aussi vérifier, on ne vérifie pas qu'avec une étude quantitative, on peut lancer une étude qualitative et une étude quantitative en même temps pour faire la vérification. On peut vérifier même avec une étude qualitative, d'accord? On peut utiliser par exemple NVivo, des matrices à groupement conceptuel, etc., qui permettent de codifier, d'accord, ou d'encoder donc des données qualitatives qui vont permettre aussi de vérifier votre modèle. Donc la vérification ne se fait pas seulement avec le quantitatif, d'accord? Mais elle doit être mesurable, d'accord? On doit mesurer les mots également. Et du coup, on passe également par l'étude qualitative, mais il faut encoder donc les verbatims ou bien les mots, etc., ou bien les thèmes, etc., etc. Donc c'est NVivo, c'est plusieurs. Je pourrais vous donner après donc les différentes manières donc d'encodage, pas seulement NVivo. Et du coup, comme je vous ai dit, il faut que pendant votre troisième année, vous êtes dans la finalisation de la rédaction des 3 premiers chapitres, dans le lancement de la vérification si vous êtes dans le post-positivisme. La plupart du temps, c'est vrai qu'en sciences de gestion, la plupart du temps, c'est la méthodologie la plus utilisée et la plus acceptée, d'accord? Mais comme je vous ai dit, on commence à s'intéresser au constructivisme, d'accord? Une thèse basée sur le constructivisme, sur l'interprétativisme, d'accord? Et pour vous dire, le constructivisme, c'est plus difficile que le post-positivisme, d'accord? Parce qu'après, le positivisme, vous vérifiez, etc., c'est des logiciels, etc., mais le constructivisme, surtout, c'est quand on construit de la connaissance, c'est d'avoir les bonnes données, c'est de mener une très bonne étude exploratoire, d'accord? Et bien sûr, quand on est, par exemple, dans l'exploration, on peut mener une étude qualitative, on peut la compléter par tout ce qui est documentaire, d'accord? Donc, une recherche documentaire, mais aussi, on peut faire même l'observation. Donc, quand on est dans le qualitatif, ce n'est pas seulement une étude qualitative, genre les entretiens, d'accord? On peut passer par des focus group, ok? Et du coup,
l'étude exploratoire, donc le constructivisme surtout, c'est difficile quand même. D'accord? Donc, vous construisez de la connaissance, c'est beaucoup de rédaction, c'est beaucoup d'analyse quand même. Et du coup, pour vous dire, le troisième, donc la vérification, c'est la voie la plus facile. D'accord? Et la plus utilisée donc dans les sens de gestion, mais actuellement, on commence il y a des thèses ceux qui se définissent dans le constructivisme, dans l'interprétativisme. Et du coup, vous pouvez également, si votre thème est original et nouveau, si vous ne trouvez pas de modèle, vous pouvez faire juste de l'exploration et proposer ce modèle. D'accord? Vous pouvez faire de votre thèse une proposition de modèle que vous pouvez ne pas vérifier. D'accord? Vous le mettez dans votre future voie de recherche comme étant une des voies de recherche que vous voulez effectuer donc post-doctorat pour vérifier ce modèle, d'accord? Mais comme pour mon cas, j'avais fait donc l'exploration, la construction du modèle, puis donc après cette construction, c'était la vérification. Donc, c'est en fonction du paradigme que vous allez choisir et qui va être validé par votre directeur de thèse. OK? Alors, comme je vous ai dit, l'idéal, c'est que votre deuxième année finisse avec donc le plan et l'étude exploratoire, par exemple. La troisième année, la finalisation surtout des 3 premiers chapitres, d'accord? Que ce soit rédaction, si vous voulez changer quelque chose dans le plan préliminaire, mais vous devriez finaliser donc les rédactions les plus difficiles. Parce que je vous dis, une fois que vous finissez votre partie théorique et la méthodologie, donc la partie épistémologie, méthodologie, vous êtes motivé et donc vous attendez les résultats donc et vous avez lancé en même temps. Donc quand vous êtes en train de finaliser, d'accord, on va dire la moitié de la troisième année, c'est la finalisation des 3 premiers chapitres. Puis c'est le lancement de votre étude quantitative ou bien qualitative, quantitative, bref, votre étude sur terrain. Quand vous êtes en train de quand vous êtes en train de faire donc cette étude sur terrain, si vous ne maîtrisez pas un logiciel, auto-formez-vous. Vous êtes des chercheurs, d'accord? Des fois, on fait appel, donc on peut s'entraider, donc on fait appel à un autre collègue ou bien un professionnel donc dans tout ce qui est logiciel. Mais je vous conseille de vous auto-former, d'accord? YouTube, vous pouvez ne pas payer une formation. Donc il y a des formations sur Udemy et tout que je vous recommande, par exemple Udemy pour SPSS, pour NVivo, etc. Mais auto-formez-vous sur YouTube, d'accord? Vous pouvez tout trouver là-dessus, d'accord? Que ce soit pour SPSS, que ce soit pour PLS, que ce soit pour l'Israël, que ce soit pour NVivo. Auto-formez-vous parce que c'est un plus pour vous, d'accord? C'est un plus que vous allez mettre dans votre CV, c'est un plus que vous allez dire quand vous allez être dans un entretien d'embauche pour devenir professeur. Et pour vous, ça va vous permettre de vous sentir comme vraiment un chercheur qui maîtrise même les outils statistiques. D'accord? Donc, essayez de vous auto-former, d'accord? Quelle que soit la méthodologie. Si vous allez faire une qualitative, vous voulez faire NVivo, utiliser NVivo, faites une auto-formation. Il n'y a pas plus simple qu'NVivo. Il n'y a pas plus simple que SPSS. Il suffit de faire des formations en ligne, d'accord? Donc, je conseille aussi l'auto-formation par rapport à ça. C'est un plus pour vous. C'est des compétences à acquérir, d'accord? C'est des compétences à avoir aussi en tant que doctorant et futur professeur-chercheur. Et donc, auto-formez-vous, s'il vous plaît. C'est vraiment cette auto-formation qui va vous distinguer, d'accord? Et également par rapport à ce qui va vous distinguer également, c'est de ne pas communiquer le minimum requis ou bien publier le minimum requis. D'accord? C'est vrai que je vous ai dit au début que la finalité, c'est le doctorat, c'est d'avoir le diplôme de doctorat, donc la clé pour la vraie recherche, mais vous devriez aussi vous démarquer en tant que chercheur, étudiant-chercheur, et doctorant, c'est que essayez de communiquer au maximum, essayez de publier au maximum les 2 minimums requis
Ça montre que vous vouliez juste bâcler les choses, mais au moins 3 publications, au moins 4 publications, voire 5, 6, pourquoi pas. Et c'est un plus pour vous pour le recrutement, d'accord? Il y a même ce côté chercheur, d'accord? On voit le côté recherche, mis à part le côté d'enseignement. Donc, l'enseignement, je vais venir, donc, même pour l'enseignement. Donc, il faut, en tant que doctorant, augmenter les heures d'enseignement parce que quand vous êtes donc dans les entretiens de recrutement, c'est vos heures d'enseignement. Qu'est-ce que vous avez enseigné? Et du coup, donc, je vous conseille également donc d'enseigner, que ce soit dans le public ou dans le privé. Essayez au maximum d'acquérir aussi la maturité dans l'enseignement. Acquérir une maturité en tant que doctorant, chercheur dans la recherche, c'est bien, mais il faut acquérir également donc de la maturité devant des étudiants, apprendre la pédagogie. Pourquoi pas apprendre même ce qu'on appelle tout ce qui est ingénierie pédagogique. Donc, je vous recommande aussi donc de multiplier vos heures d'enseignement, de chercher, etc. Et du coup, donc je reviens aux communications et aux publications. Essayez de communiquer au maximum, essayez de publier au maximum, ok. Et c'est ce que je vous recommande donc de faire. D'accord. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, une fois que vous finissez donc votre étude quantitative, ou bien la vérification, etc. Donc, en fonction de quel paradigme, il faut qu'à la fin de votre 3e année, vous ayez finalisé toute étude sur terrain. Le début de la 4e année, c'est l'année de finalisation, de rédaction de résultats. Ça pourrait prendre de 3-4 mois jusqu'à 6 mois, d'accord? Donc, l'idéal, c'est de finir le doctorat en 4 ans. Vraiment, c'est vraiment l'idéal. Après, bien sûr, chacun a ses circonstances. Il y a des fois des événements qui surgissent, etc. Mais l'idéal, c'est de ne pas dépasser ces 4 ans. D'accord? Parce que la finalité, en fin de compte, c'est de finaliser ce doctorat, c'est d'avoir ce diplôme de doctorat pour commencer la vraie aventure de chercheur, de professeur, etc. Et du coup, donc, j'espère que j'ai pu vous donner donc quelques conseils par rapport aux erreurs que j'avais faites, d'accord. Et ce programme et ce planning, c'est plus un retour d'expérience par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis je vous conseille donc de suivre quelques points. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec des points que je vous ai donnés, mais au moins soyez organisés, dès le début cadré, dès le début déterminez votre paradigme épistémologique et méthodologique. Donc dès le début, donc il faudrait savoir si vous êtes dans l'exploration, donc interprétativisme ou constructivisme, vous êtes dans la vérification ou pas, d'accord. Et puis dans la rédaction, mettez-vous dans la tête que vous êtes en train de rédiger chaque section comme étant une communication ou bien un article. Donc essayez de voir comment on rédige un article. Et puis, bien sûr, avoir un esprit critique, avoir un esprit d'analyse et de confrontation donc entre différents auteurs, d'accord. Et la vraie lecture, c'est pas de passer une année à lire, ça, je ne suis pas d'accord par rapport à ça, mais la vraie lecture commence quand vous déterminez, donc quand vous proposez un plan préliminaire. Ça va vous permettre d'être stratège de 1 et de 2, de faire des recherches en fonction de chaque axe. Et donc, dans chaque section, il y aura des sous-sections. Et du coup, pour chaque sous-section, pour chaque axe, vous allez vous retrouver à faire des recherches plus pointues. D'accord? Ça va être plus pointu. Vous allez vous focaliser sur cet axe. Et s'il vous plaît, rédigez section par section. Communiquez autant de sections. Si vous avez fait une exploration, communiquez, présentez ce que vous avez fait. Faites-vous connaître donc dans le monde de la recherche aussi, d'accord. Et aussi donc également tout ce qui est enseignement. Et puis par rapport à vos recherches, je reviens par rapport aux articles. S'il vous plaît, essayez de faire des recherches en anglais.
Les chercheurs anglo-saxons et vous le savez, sont plus développés. Vous allez trouver vraiment de la matière. Donc, s'il vous plaît, essayez donc de faire des recherches en anglais. Essayez de parfaire votre anglais également. Donc, quelques compétences à avoir. Donc, en tant que professeur-chercheur, après, c'est d'avoir donc essayez donc de parfaire votre anglais, de faire soit des cours en ligne. Le fait aussi de lire des articles en anglais. Donc, vous allez acquérir un anglais soutenu, un anglais de recherche. Donc, on vous demande pas de parler l'anglais familier, mais avoir de bonnes compétences donc en anglais et c'est quelque chose donc de très positif pour vous. D'accord? Donc, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, d'accord, aujourd'hui. Et puis, bien sûr, vos questions vont permettre aussi d'avoir plus d'idées. Je ne sais pas sur quoi je n'ai pas parlé, donc j'ai essayé de noter donc les principaux points. Donc, Myriam, s'il y a des questions pour ne pas faire très long, je pourrais encore rester à parler d'autres choses. Oui, merci Myriam déjà, c'était très généreux de ta part, comme d'habitude déjà, merci beaucoup. Merci à toi. On a appris beaucoup de choses, soit pour le plan préliminaire, pour les études qualitatives, pour les communications, etc. Alors, il y avait plusieurs questions, mais je vais voir si je peux y accéder. Alors, il y a une question de la part de Myriam. Vous pouvez nous éclaircir comment travailler la partie pratique concernant la méthode qualitative et quantitative? D'accord. Comment travailler la partie, d'accord, qualitative et quantitative, c'est-à-dire comment la mener? Oui. D'accord. C'est en fonction c'est pour ça que je vous ai dit, essayez de cadrer dès le début. Myriam, je te vois pas, c'est noir, donc je sais pas si c'est un problème. En tout cas, je vous ai dit, essayez. Tu me vois? Non, c'est noir. C'est noir? Oui. Okay. C'est pas grave, vous pouvez répondre. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, dès le début, essayez de définir votre épistémologie. D'accord? Ça va vous permettre de savoir comment mener cette étude qualitative et cette étude quantitative. D'accord? Donc, les deux questions que je vous ai dit, c'est est-ce que je vais explorer, est-ce que je vais vérifier ou est-ce que je vais faire les deux? D'accord? Quand on est dans l'exploration, votre étude qualitative, c'est vraiment la base de votre thèse. D'accord? Donc, quand on est dans l'exploration, la plupart du temps, on passe par une étude qualitative, que ce soit à travers des entretiens, soit l'étude de cas. Et cette étude de cas, comme je vous ai dit, elle peut être, vous pouvez travailler sur un cas unique ou ça pourrait être une étude donc multi-cas. Du coup, si vous êtes dans l'exploration, c'est-à-dire si vous êtes dans l'interprétativisme et le constructivisme, vous allez mener une étude qualitative en bonne et due forme, d'accord? Essayez de ne pas faire juste une analyse, longitudinale, verticale, etc. Mais utilisez par exemple NVivo. Par exemple, utilisez la matrice à groupement conceptuel. Il y a une autre matrice d'Huberman et Miles qui permet d'encoder, mis à part NVivo, encoder aussi avec, en fait, on choisit des mots et si ce mot est vrai, on est dans le 1, sinon c'est 0. Donc, c'est des méthodes à avoir. Donc, comme je vous ai dit, Myriam, on va faire un post où on va mettre donc les différents les différentes manières de mener ou bien d'analyser donc les données qualitatives surtout, d'accord? On a tendance à penser NVivo ou bien le Sphinx Cali, mais on peut faire d'autres. Il y a d'autres méthodes que je pourrais publier sur ou bien Myriam, tu les publies sur le groupe. Oui, merci beaucoup. D'accord. Donc quand on parle d'études qualitatives, il faut faire quoi? Premièrement, c'est votre contexte, d'accord? C'est par rapport à votre problématique, d'accord? Qu'est-ce que vous allez chercher à interpréter ou à construire quand vous êtes dans l'exploration, d'accord? Et du coup, si vous êtes dans l'étude de cas, vous allez choisir quels sont les cas,
D'accord? Et par rapport à ces cas, est-ce que vous allez mener des entretiens avec, par exemple, des professionnels, donc pour chaque cas que vous allez choisir? Est-ce que vous allez faire de l'observation? Est-ce que vous allez compléter avec une étude documentaire? Est-ce que vous allez faire tout ça en même temps? Parce que s'il vous plaît, ne confondez pas l'étude qualitative juste côté entretien. Ce n'est pas seulement des entretiens, ce n'est pas seulement des focus group. Vous pouvez même faire de l'observation et même des recherches documentaires qui sont en complément, par exemple, d'entretiens que vous avez menés, par exemple, des entretiens semi-directifs. D'accord? Et quand on est dans l'étude qualitative, on n'est pas dans l'échantillonnage. Donc, on ne calcule pas un échantillon qualitatif. D'accord? Soit quand on est dans les cas, soit c'est chaque cas, dans chaque cas, vous allez mener donc une étude, soit quand on arrive à saturation. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez fait une quinzaine, voire une vingtaine d'entretiens, et à un moment donné, les réponses sont redondantes. D'accord? On obtient la même chose. Et là, c'est là qu'on arrive à la saturation et on arrête. On arrête l'étude qualitative. OK? Donc, une fois l'étude qualitative effectuée, si vous êtes dans l'exploration et non la vérification, vous pouvez interpréter ce que vous avez, donc décrire ce que vous avez, analyser ce que vous avez, donc les verbatims des répondants. Qu'est-ce qu'on a également utilisé NVivo, et NVivo, ça va vous permettre donc d'avoir différentes thématiques, ce qu'on appelle un arbre thématique, donc avoir un arbre thématique. Et bien sûr essayer donc pour chaque thème, analyser chaque thème selon chacun des répondants, etc. Donc vous allez, en fonction de vos données, trouver la bonne manière donc de schématiser votre arbre thématique. Et là, je vous recommande et je vous préconise d'aller voir comment on élabore un arbre thématique sur NVivo ou bien sur Google, sur Sphinx Cali. Vous pouvez commencer également pour la qualitative, faire une matrice à groupement conceptuel. C'est quoi c'est vraiment la base de chez base. C'est que cette matrice à groupement conceptuel, vous avez en ligne, vous allez choisir différents thèmes, donc les grands thèmes, d'accord? Et puis et verticalement, vous aurez soit par type de répondant, soit tous les répondants, d'accord? Et vous allez faire soit vous analysez verticalement et vous analysez verticalement et horizontalement donc vos données. Donc la matrice à groupement conceptuel, c'est vraiment la base, d'accord? C'est quelque chose de basique. Sinon, si vous êtes dans la vérification, la qualitative peut être utilisée comme étude de vérification sans pour autant passer par l'étude quantitative. D'accord? Vous pouvez être dans la vérification en utilisant une étude qualitative. Et là, vous allez rentrer, comme je vous ai dit, dans l'encodage. Ce qu'on appelle l'encodage, c'est le fait de coder des mots. D'accord? Et ça passe, par exemple, par NVivo, par une autre matrice. J'ai juste oublié en fait, c'est une matrice d'Huberman et Miles. Je vais vous la mentionner après. Cette matrice, comme je vous ai dit, c'est qu'on code les mots en utilisant des combinaisons, en fait, de 0,1. Des fois, on utilise même le 0,5. Et du coup, on essaie de coder des mots, des thèmes. Et ça va permettre, de vérifier un modèle conceptuel. D'accord? Même la qualitative. Vous pouvez utiliser juste la qualitative pour vérifier. Et la quantitative, bien sûr, c'est ce qui est le plus utilisé quand on est dans la vérification. C'est de mener une étude quantitative et bien sûr, c'est le calcul de l'échantillon. Donc, il faut calculer votre échantillon. L'échantillon devrait être le plus significatif possible, mis à part donc les contraintes. Donc, dès le début, c'est pour ça, au début, je vous ai dit, il faut voir quand vous élaborez votre projet, donc la faisabilité. Et quand on parle de la faisabilité, il y a aussi la cible que vous votre échantillon que vous ciblez. Donc, est-ce qu'il est accessible? Donc, l'accessibilité à cette cible, d'accord? Donc, dès le début. Et du coup, il faut un calcul de l'échantillon. Il faut qu'il soit significatif. Et la plupart du temps, on passe par des équations structurelles à travers donc SPSS, d'accord? Soit SPSS, soit PLS, soit l'ISREL, etc. Donc, autant de méthodes pour vérifier le modèle.
D'accord? Et s'il vous plaît, ne proposez pas des hypothèses sans passer par un modèle de recherche, un modèle conceptuel. Il faut conceptualiser pour vérifier quantitativement donc un modèle. D'accord? Et comme je vous ai dit, la partie pratique devrait être en même temps que quand vous êtes en train de rédiger. D'accord? Et puis essayez de vous auto-former côté méthodologie qualitative et quantitative. Là, on est en train de parler en général, mais c'est en fonction de chaque thématique, en fonction de chaque sujet, en fonction de votre paradigme épistémologique. OK? Donc, j'espère avoir répondu à la question. Merci, Mariam. Alors, il y a une question qui se répète beaucoup. Comment élaborer un modèle conceptuel? D'accord. Comme je vous ai dit, le modèle conceptuel, c'est pas quelque chose qui vient, c'est pas une prophétie, d'accord? C'est pas quelque chose que vous allez imaginer et créer, d'accord? Le modèle conceptuel, et je vous l'ai dit, je l'ai dit dans ma présentation, un modèle conceptuel, c'est le fruit de vos lectures théoriques, d'accord? Quand vous êtes en train de lire, je suis sûre que vous allez tomber sur des articles scientifiques, sur des thèses. C'est pour ça que je vous ai dit, s'il vous plaît, cherchez des thèses, ok? Ces thèses, vous allez trouver des modèles dans ces thèses. Également, dans les articles scientifiques, vous allez découvrir des modèles, d'accord? Et comment élaborer votre propre modèle? En vous basant sur les modèles que vous avez trouvés, vous allez trouver des variables. Et puis, selon votre contexte, d'accord? On est dans tous, la plupart, on est dans le contexte marocain. D'accord? Quelles sont les variables qui définissent votre contexte? Et ce modèle, soit ça pourrait être une transposition. D'accord? Une transposition, par exemple, dans mon cas, je travaillais donc sur le CIRM, donc le Citizen Relationship Management. Je me suis basée dans mon modèle avec l'exploratoire sur des modèles qui ont été utilisés dans le CRM, dans le privé, que j'ai pu transposer dans le public, d'accord? Mais avec des modifications selon mon contexte à moi, qui est le public, ok? Et puis, bien sûr, il faut le mentionner, donc adapter d'eux. Quand vous allez présenter votre modèle, il faut une présentation, bien sûr, du modèle, comment vous l'avez élaboré. Et quand vous allez rédiger cela, vous allez mentionner les différents modèles desquels vous avez, en fait, les références que vous avez utilisées. Et du coup, le modèle, c'est des variables et des relations, d'accord? Et la plupart du temps, comme je vous ai dit, c'est des relations d'influence, d'accord? Cette variable influence cette variable et la plupart du temps, l'influence devrait être positive jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Quand on propose nos hypothèses, cette variable influencerait positivement cette variable, d'accord? Et quand vous allez faire le test, vous allez soit l'accepter, soit la rejeter. OK? Et on ne vient pas proposer un modèle conceptuel juste comme ça. Donc, ça doit être sur la base soit d'autres modèles, soit de votre étude exploratoire en complément de l'étude théorique. Ça va vous donner un modèle et vous allez expliquer quelque chose. Parce que, par exemple, c'est votre problématique. Comment, par exemple, dans mon cas, c'était comment le Citizen Relationship Management permettrait d'améliorer la valeur des citoyens. D'accord? Donc, pour moi, ce que je devrais expliquer, c'est ce comment améliorer cette valeur. D'accord? Donc, c'est ma variable à expliquer. Donc, c'est le résultat. Donc, c'est le résultat. Mais avant, il y a des variables qui vont venir. Donc, c'est des relations. OK? Et il y a différents types de variables. D'accord? Il y a des variables qui vont venir modérer, donc ce qu'on appelle des variables modératrices, des variables médiatrices. Et c'est en fonction de votre modèle que vous allez conceptualiser qui va permettre de répondre à la problématique. Donc, comment ces différentes variables que je vais choisir vont créer de la valeur. Pour moi, améliorer la valeur du citoyen, par exemple. OK? Donc, l'élaboration du modèle, c'est soit transposition, soit adaptation, soit les deux, avec des variables que vous allez trouver dans votre exploratoire ou bien selon votre contexte. Oui, exactement. Tout simplement, le modèle le conceptuel, c'est le fruit de nos travaux, tout simplement. C'est la revue de littérature, exactement. Littérature, et si vous complétez avec une exploratoire. Oui. Alors, deuxième question, troisième question, je peux parler
des hypothèses dans une recherche quali. On revient au paradigme épistémologique. D'accord? Si vous allez être dans le constructivisme, par exemple, ou l'interprétativisme, vous n'allez pas parler d'hypothèses. D'accord? Vous allez être dans des questions de recherche, certes, peut-être, mais vous n'allez pas proposer des hypothèses. D'accord? Mais vous pouvez proposer des hypothèses et les vérifier avec une étude qualitative. Est-ce que c'est ce que je vous ai dit? C'est d'encoder cette étude qualitative. C'est possible. D'accord? Il y a des études qui ont utilisé juste l'étude qualitative pour répondre à une problématique et à un modèle conceptuel. D'accord? Regardez, une fois que vous élaborez un modèle conceptuel avec des hypothèses, il faut vérifier. Après, comment vous allez vérifier qualitativement, quantitativement ou les deux? C'est possible. Oui. C'est question d'encodage de mots. Alors, ça veut dire qu'on doit commencer par le quali pour proposer des hypothèses et après on confirme par le quanti, c'est ça? Attention, là. Alors, on peut vérifier juste avec du quali. Ok. Oui. La méthodologie dont tu as parlé, c'est de faire une exploratoire qui ne vérifie pas. Donc, on va être un peu dans le constructivisme au début. C'est ce que j'avais dit. C'est qu'au début, je fais une étude qualitative descriptive, d'accord? Aucun encodage, j'ai rien encodé. J'ai juste utilisé la matrice conceptuelle qui m'a permis de relever quelques variables que j'avais pas dans mon étude théorique, donc dans ma partie théorique, qui m'a permis d'élaborer le modèle. Puis, j'ai mené une étude quantitative. Là, on peut faire cette démarche. Mais admettons qu'on a un modèle conceptuel qu'on veut vérifier, par exemple, avec des professionnels. Et ces professionnels, on ne peut pas faire de quantitatif. D'accord? On devrait passer par une étude qualitative. OK? On peut vérifier juste avec une étude qualitative et en passant par l'encodage. Vous voyez? Donc, on peut coder et après vérifier. 0, 1. Si c'est 0, c'est rejeté. Si c'est 1, c'est accepté. D'accord? C'est comme si on était en train de chiffrer des mots. Oui, exactement. Alors, quand est-ce qu'on peut parler de significativité? En quantitatif, quand on calcule, il faut calculer l'échantillon, d'accord? C'est une formule, d'accord, que je connais pas par cœur, ok, mais c'est une formule. Il faut avoir un seuil un seuil de 5%. La plupart du temps, quand on choisit ce seuil de 5%, la plupart du temps, l'échantillon, quel que soit comment dire, j'ai perdu le mot. J'ai perdu mon mot. La cible, pas la cible, mais l'échantillon mère, d'accord. Donc votre cible, parce qu'après il faut calculer. Donc on a une cible, donc un nombre, par exemple des millions. Une fois qu'on choisit donc notre coefficient de 5%, une fois qu'on calcule, directement, ça va vous donner un nombre de 386. D'accord? La plupart du temps, si on choisit ce seuil. D'accord? Et la significativité, des fois, on ne peut pas l'atteindre à cause des contraintes. D'accord? Contraintes géographiques, contraintes de temps, contraintes d'accessibilité. D'accord? Mais on peut quand même utiliser à partir de 200 personnes. Il y a même des thèses qui ont utilisé à peine 100 personnes, 100 répondants. D'accord? OK? Oui. Et quand on parle de significativité, c'est le moment où on peut généraliser quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que 100, ce n'est pas généralisable, mais c'est en fonction des contraintes, mais c'est en fonction du calcul que vous allez effectuer de votre échantillon. Oui, exactement. Alors, Iman, merci de partager avec nous l'article cité au début. Oui, on va le partager de Monsieur Saïd. Oui. L'étude de cas, je l'ai en PDF, donc on peut le partager également, donc pour l'étude de cas. Et je conseille également de passer par ça, par le constructivisme. Alors, dans le positivisme aménagé, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire l'exploration en modèle de recherche-vérification?
C'est ce que j'ai fait. C'est le positivisme aménagé qu'on appelle le réalisme critique. C'est le fait de commencer par l'exploration, d'accord? C'est l'abduction en fait. De commencer par l'exploration, ok? On explore, c'est ce que j'ai fait. On propose un modèle, donc vous allez construire au début, vous proposez un modèle, et puis vous vérifiez vous-même le modèle. C'est là où on passe par le positivisme aménagé. C'est Oui. ce que j'ai fait. C'est quand on est entre exploration et vérification. Et c'est parmi les meilleures choses à faire. Une autre question, quelles sont les instructions et les conseils à suivre pour bien rédiger les sous-questions sur le plan méthodologique? Quelles sont les instructions pour bien rédiger sur le plan méthodologique? Quand on veut rédiger le côté méthodologie, je conseille plus d'utiliser des articles et non des ouvrages. D'accord? C'est plus, comment dire, ça a plus de poids, ça a plus de valeur, ok? La plupart vont passer par les ouvrages, mais je préfère que vous fassiez des recherches sur différents articles méthodologiques ou bien des articles qui ont utilisé telle ou telle méthodologie et de prendre de ces articles donc les parties méthodologiques et c'est mieux. C'est mieux, ça a plus de poids quand vous référencez à un article qu'à un ouvrage. Vous pouvez mettre l'ouvrage pour une définition, d'accord? Mais je préconise plus, je conseille plus les articles pour toute partie de rédaction. Oui. Alors, le choix épistémologique dépend de quoi exactement? Dépend de votre objectif, d'accord? Et dépend aussi du sujet. Par exemple, un sujet qui n'a pas été traité au Maroc, même à l'étranger, on commence à le traiter. Il n'y a pas beaucoup de matière, il n'y a pas beaucoup de théorie là-dessus. D'accord? On passe par l'exploration. On conseille de passer par le constructivisme, par exemple. D'accord? Donc, tu peux choisir de faire juste l'exploration pour avoir une idée, pour construire un nouveau modèle, pour avoir de nouvelles variables que tu ne trouves pas. D'accord? Ou bien, par rapport au contexte marocain, c'est que tu veux construire quelque chose de nouveau. D'accord? Une fois que tu as envie de construire quelque chose de nouveau qui n'existe pas, on passe par le constructivisme. D'accord? L'interprétativisme, c'est ce qu'il y a de plus. Il n'y a pas de valeur, il y a pas vraiment une valeur ajoutée. D'accord? Tu ne fais qu'interpréter ce que tu as. D'accord? C'est surtout quand tu n'as pas accès, par exemple, pour faire une étude quantitative, quand tu n'as pas accès à la cible, par exemple, donc les contraintes, la faisabilité aussi. On peut choisir l'épistémologie en fonction de la faisabilité donc de ton sujet. Et aussi par rapport donc à l'accessibilité à l'information, s'il y a vraiment beaucoup d'informations donc sur le sujet, il faut plutôt le vérifier au Maroc, par exemple. Donc on passe par le positivisme, d'accord? Mais s'il n'y a aucune donnée, on passe par le constructivisme ou les deux. C'est de faire, c'est ce qu'a dit tout à l'heure un de vos collègues. C'est le positivisme aménagé, c'est le fait de faire l'exploration et la vérification. D'accord? Donc, c'est en fonction. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, essayez de cadrer un peu, de lire un peu ce qu'il y a sur votre sujet pour avoir une idée. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses sur votre sujet et donc vous devriez le vérifier ici au Maroc? Peut-être au Maroc, on n'a pas entamé ce sujet, mais il est connu ailleurs dans un autre contexte. Donc, c'est plus une vérification dans le contexte marocain. Si ce sujet, même à l'étranger, n'est pas très développé, donc dans d'autres contextes que le Maroc, on conseille donc de passer plus par le constructivisme. Et vous pouvez passer par le constructivisme et vérifier votre propre modèle, vérifier votre propre construction. D'accord? Donc, c'est en fonction de vous et en fonction donc des contraintes et de la faisabilité également. Oui. Alors, s'il vous plaît, sur quelle base on définit les échelles de mesure lors de l'élaboration du questionnaire? Oui. D'accord. Il faut savoir que le questionnaire, c'est la transposition de votre modèle. D'accord? Votre modèle de recherche, c'est différentes variables.
Pour chaque variable, c'est une partie du questionnaire. OK? Et on peut pas venir faire un questionnaire juste comme ça. C'est ça je montre mon questionnaire et c'est ça mon questionnaire avant même d'élaborer votre modèle conceptuel. Élaborer votre modèle conceptuel, le questionnaire va venir d'une façon très fluide. Vous avez vos variables. Pour chaque variable, d'accord? Donc pour chaque variable, c'est une partie du questionnaire. Après, la plupart du temps, on utilise l'échelle de Likert, c'est-à-dire donc toujours avoir un nombre impair, d'accord? Et puis, il faut conceptualiser ce que vous proposez comme question. Comment on conceptualise les questions? C'est-à-dire qu'il faut se référer à la théorie, voir qui sont les auteurs qui ont déjà parlé sur cette variable et quelles sont les questions qui ont été posées. D'accord? On ne pose pas des questions juste comme ça. On les conceptualise par rapport à la littérature. Mais des fois, on peut proposer des questions, et il faut le dire, il faut le mentionner, donc une partie de conceptualisation donc par rapport au questionnaire, il faut dire comme quoi donc élaborer ou bien proposer dans le cadre de cette recherche sur la base soit d'une étude exploratoire, soit sur la base de la partie théorique ou bien du contexte, d'accord? Mais on ne définit pas les échelles de mesure, on ne définit pas les questions, etc. comme ça, mais il faut les conceptualiser théoriquement. Et donc, on se réfère aux auteurs. D'accord? Et donc, c'est des recherches. Donc, on est vraiment dans la recherche de cette conceptualisation. Alors, pour rester sur la même question, il y a une autre question qui rejoint la première. Alors, j'arrive pas à la trouver. Il y a beaucoup de questions, je n'arrive pas à la trouver. Je viens de la voir. Oui. Alors, il est où? C'est pas grave pour ne pas... Non, je reviens dessus. Ah, voilà. Alors, quelle est la bonne démarche si on ne trouve pas les échelles de mesure de notre sujet de recherche? Comme je vous ai dit, c'est soit une exploratoire, d'accord? Et à partir de cette exploratoire, ça va vous permettre d'avoir une idée sur quels sont les points sur lesquels vous allez poser vos questions. Donc, moi-même, j'ai fait ça dans ma thèse, c'est qu'il y avait des questions qui sont conceptualisées théoriquement, mais j'ai eu des questions que je devais poser, surtout le côté de la gestion de la relation avec le citoyen, le citizen relationship management. C'est un sujet qui n'est pas vraiment très traité même à l'échelle internationale, et du coup j'ai dû dire comme quoi ces échelles, donc c'est dans le cadre de cette recherche sur la base de l'étude exploratoire. D'accord? Vous pouvez le dire et vous défendre. Oui. Je salue Sarah Mghraoui, c'est une personne que je connais, je te salue. Alors, pour les recherches scientifiques en anglais, il y a des logiciels de traduction, merci de les partager avec nous. Oh. Pour les logiciels, je connais pas trop, mais normalement, dans les groupes de doctorants, il faut juste... Il y a DeepL, si je me rappelle très bien, il y a DeepL. Il y a DeepL qui est le plus utilisé. Il y a DeepL qui est le plus utilisé. Mais il y a des personnes, là, ils partagent les différents sites. Il suffit de chercher Exactement. Je me souviens, il y avait une liste de tous les différents logiciels gratuits pour faire votre traduction. Je vais la partager sur la page. Exactement. Oui. Il n'y a pas mieux. Maintenant, il y a même Google Traduction, c'est plus avancé qu'avant. Oui. Surtout quand c'est anglais-français, on maîtrise un peu le français, donc on peut voir. Oui, exactement. Donc on peut reformuler, etc. Donc là, c'est possible. Oui, exactement. Alors, il y a des questions qui se répètent. Donc, on prend une nouvelle question. Il est la demande de voir si on ne trouve pas de chien, c'est bon. Ok, alors il y a une autre question par rapport aux deux paradigmes. Quand est-ce que nous pourrons faire appel à une méthode hypothético-déductive ou inductive? C'est noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc. Quand on est dans l'hypothético-déductive, ça veut dire qu'on est dans le positivisme, ça veut dire qu'on propose
comment dire, des hypothèses hypothético et on déduit. Donc, on va déduire des résultats. Donc, on est dans l'hypothético-déductif. Donc, on sera dans la vérification. D'accord? Alors que l'induction, non. Donc, on sera dans les deux autres paradigmes. Plus donc dans le constructivisme. Donc, on sera dans l'induction. D'accord? OK? Il y a trois paradigmes, s'il vous plaît. Trois paradigmes épistémologiques les plus importants. Interprétativisme, constructivisme et positivisme. D'accord? Et on peut parler de l'abduction lorsqu'on est dans le réalisme critique ou bien ce qu'on appelle le positivisme aménagé. C'est qu'on est dans l'induction, puis on passe à la déduction. D'accord? On induit vers un modèle, puis on déduit de ce modèle les résultats. OK? Alors, c'est quoi la différence entre un article indexé et un article non indexé? Et comment savoir? La différence, c'est que l'article est indexé. Et donc, comment on le sait? C'est que dans le site du journal ou bien de la revue qui publie, il faut voir le côté indexation. Ça peut aller d'une indexation sur Google Scholar et tout, jusqu'à des indexations avec des impact factors qui sont assez élevés. Un article qui est non indexé, ça veut dire que sur le site, on voit bien qu'il n'y a aucune indexation. D'accord? Ni sur par exemple, il y a Springer, il y a Thomson, il y a pas mal de revues qui permettent donc l'indexation et il y a des revues qui sont en ligne non indexées. D'accord? C'est à checker sur le site donc de la revue où vous voulez publier. Oui. Ah ouais, j'ai trouvé tout à c'est la population mère. D'accord? Pour les gens. Il faut déterminer une population mère et à partir de cette population mère, la plupart du temps, on utilise donc le coefficient de 5% qui donne normalement les 386. D'accord? Oui. Alors, une question, comment vérifier ma problématique au niveau expérimental ici au Maroc si nous n'avons pas les matériels suffisants? Les matériaux exploratoires. D'accord? Il faut faire un état des lieux ici au Maroc. D'accord? C'est pour ça que je vous conseille de faire l'exploratoire, proposer un modèle, puis faire vérifier ce modèle. C'est que quand vous faites l'exploratoire, ça va vous permettre d'identifier des variables que vous n'avez pas trouvées dans la littérature. D'accord? Il faut passer, une fois que vous n'avez pas d'informations, il faut passer par le contexte marocain. Un état des lieux sur le contexte marocain. D'accord? Et sinon, parce que là, il demande si nous n'avons pas les matériaux suffisants. Oui. Par rapport matériaux suffisants, par rapport à quoi? Voilà, je n'ai pas compris les matériaux suffisants. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, je sais pas si est-ce que matériaux genre est-ce que informationnel ou bien budget pour se déplacer ou bien faire la quali, faire la quanti, l'accessibilité, etc. Donc c'est en fonction de, je sais pas ce qu'il veut dire par. En tout cas, si vous n'avez pas l'information, il faut passer par une étude exploratoire, ok. Et après, si vous ne pouvez pas, par exemple, les déplacements et tout, passer par une étude quantitative en ligne, d'accord, avec une population, avec une cible et une population mère plus générale, d'accord, avec le grand public, et ne pas être spécifique dans l'étude. Alors, le positivisme aménagé et le positivisme via la triangulation. Exactement. C'est vraiment cette triangulation. Vous allez passer donc par une étude exploratoire. Cette étude exploratoire, elle va permettre d'avoir un modèle, et ce modèle, vous allez passer vers la vérification de ce modèle. D'accord? Je vous invite à regarder la vidéo de ma thèse. Je parle de cette triangulation. D'accord? Super. Je vais la partager sur la page pour les gens qui veulent la voir. Elle est sur YouTube. Le problème, j'avais un petit problème, je l'avais mis en 3 parties. D'accord? Il faut mettre le lien de chaque partie. Je la partagerai avec toi et tu la mettras. Ok, parfait. Alors, s'il vous plaît, comment peut-on choisir l'échantillon si on ne dispose pas des informations sur la taille de la population?
C'est ça le problème que la plupart des doctorants, quand on n'a pas la population mère, Oui. c'est qu'il soit le plus significatif possible. D'accord? C'est de passer par la méthode la plus simple d'échantillonnage. D'accord? Et ne pas passer par le calcul de cet échantillon. Alors, comment peut-on faire une synthèse bibliographique? Merci beaucoup. Merci à vous. Comment peut-on faire une synthèse bibliographique? Tout simplement déjà ne pas se perdre, c'est-à-dire déjà déterminer l'axe que vous voulez synthétiser, d'accord, et avoir le maximum d'articles sur cet axe, et ces articles soient des articles donc des articles genre on est en 2020, on peut pas se référer à des articles de 2002, 2003, d'accord, donc qu'ils soient actualisés, donc actualité dans les articles. Minimum, maximum 5 ans, c'est ça? Plus ou moins. Et pour la synthèse, en fait, cette synthèse, comment on fait, c'est que moi, ce que je conseille par rapport aux fiches de lecture, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on vous demande de faire genre synthétiser intro, conclu, etc. Alors qu'il serait mieux de choisir les articles les plus pertinents, donc en lisant donc le résumé et en lisant tout l'article. Pourquoi? Ça va nous permettre de détecter donc des paragraphes et des parties en fonction de différents auteurs, et ça va nous permettre de faire la confrontation de différents auteurs. La meilleure synthèse bibliographique, c'est quand il y a une confrontation entre différents auteurs et une analyse critique. D'accord? Donc, vraiment, choisir les articles les plus pertinents. Ça ne veut rien dire avoir plusieurs, genre 100 articles qui ne servent à rien. Peut-être 10 articles pourraient permettre de faire cette synthèse, parce que si cet article est pertinent, il va vous référer à un autre article qui va vous référer à un autre article, et du coup, vous allez avoir une bonne base théorique sur la base d'articles qui sont pertinents et qui peuvent aller commencer avec 10 articles qui vont vous permettre d'avoir les articles les plus pertinents avec lesquels ont été rédigés ces articles, qui vont vous permettre de faire cette synthèse. Oui. Alors. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, excuse-moi Myriam, il y a ce qu'on appelle aussi la méta-analyse. Ça, c'est vraiment quand on fait la méta-analyse par rapport à un thème. Là, en fait, c'est plus dur à faire. Ça, c'est essayer de trouver tous les articles sur le thème. Ça, c'est plus difficile. D'accord? Donc, la méta-analyse qui est plus difficile à faire, il faut faire trouver tous les articles qui ont étudié un thème donné ou un sujet donné pour faire cette méta-analyse. Et un article méta-analyse, il est publiable rapidement, très rapidement. Alors, qui dit proposition de modèle, dit création de nouveaux concepts, ou se baser sur un modèle déjà existant. Alors, vous avez deux cas de figure, d'accord? Pourquoi les deux cas de figure? Si vous êtes dans l'exploration, donc si vous êtes dans le constructivisme et que il n'y a aucun modèle sur lequel vous allez vous baser, d'accord? Vous allez proposer un modèle, d'accord? Que vous pouvez vérifier après, ou pas, ou bien rester dans le constructivisme. Là, vous proposez quelque chose de nouveau. Et on peut élaborer un modèle conceptuel sur la base de quelque chose qui existe déjà, qu'on adapte. On trouve souvent dans des articles adaptés de, par exemple. OK? Oui. Du coup, soit on peut proposer carrément quelque chose de nouveau, qui n'a jamais existé, ou qui n'existe pas vraiment, ou bien adapter donc le modèle sur la base donc d'autres modèles, et puis l'adapter au contexte par exemple marocain. Exactement. Et on peut s'inspirer des autres modèles pour proposer un modèle. Bien sûr. Comme j'ai dit, au moment où vous allez proposer le modèle, dans votre rédaction, se référer aux différents modèles et dire que vous avez adapté de tel ou tel. Et ça pourrait être
plusieurs modèles que vous avez adaptés selon votre étude. Exactement. Alors, il y a une question. Oui, Dans le oui, vas-y. Quand on est dans le constructivisme, donc le côté constructivisme, vous allez construire quelque chose de nouveau. Là, oui. Du coup, vous ne pouvez pas, bien sûr, trouver d'autres modèles sur le même sujet. L'exploration, on reste dans une partie subjective. On est dans la subjectivité quand on est dans l'exploration. Dans la vérification, on est dans l'objectivité, tout simplement. Alors, on prend 3 questions pour ne pas trop s'attarder. Alors, bonjour, en écoutant les termes paradigmes épistémologiques, devons-nous nous former à l'épistémologie en tant que discipline au préalable? Et pensez-vous que votre démarche est valable en sciences politiques, géopolitiques ou les relations internationales? Merci d'avance. Oui, comme je vous ai dit, dès la première année, on cadre notre sujet, donc la partie, donc une partie donc théorique. Mais comme je vous ai dit, il faut vous former, oui, en tant qu'étudiant, chercheur, doctorant, chercheur, futur professeur, chercheur, d'accord, et futur professeur qui va encadrer également. Il faut vraiment avoir de bonnes bases en épistémologie parce que c'est la base du doctorat. Ce n'est pas la partie théorique qui est la base du doctorat, mais votre paradigme épistémologique qui va vous donner les voies de votre méthodologie. D'accord? Donc, c'est quelque chose, oui, il faudrait se former au préalable, donc vis-à-vis de cette discipline. Et on peut l'utiliser dans différentes sciences, mais bien sûr, que ce soit même dans les sciences politiques. Admettons que vous avez un modèle en sciences politiques. Pourquoi ne pas passer par un des paradigmes? Alors, s'il vous plaît, comment peut-on savoir si le sujet de recherche choisi n'a pas été traité auparavant, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale? Pour l'échelle nationale, il y a Otrohati. Donc, checker le site d'Otrohati. Mais on trouve pas les thèses, tous les thèses. Sincèrement, je ne sais pas jusqu'à quelle année ils ont arrêté, mais en tout cas, moi, je m'y retrouve. Moi, je me suis inscrite en 2014-2015. Il y a la thématique de ma thèse. Après, si c'est actualisé là actuellement, je ne sais pas. Mais il y a quand même Otrohati, il y a les bibliothèques, il y a aussi les bibliothèques des universités, etc. D'accord? Et à l'échelle internationale, donc soit googliser le thème, soit il y a thèse.fr, tu as aussi partagé d'autres sites, il y a d'autres sites également. D'accord? Il faut chercher également le thème ou le sujet en anglais. D'accord? La plupart du temps, pourquoi je vous dis en anglais, c'est open source. La plupart du temps, vous trouvez plusieurs données. Et du coup, vous allez avoir une idée si ça a été traité à l'échelle internationale. Oui. Alors, on prend juste 2 questions. Sinon, les autres questions, ça se répète. Merci de voir le live. Il sera enregistré. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se répètent. Et professeur Mariam a déjà répondu. Alors, je vais juste prendre des... Oui, alors il y a une question. Comment peut-on rattraper l'absence de communication en publication quand on est proche de la date de soutenance? Chercher une conférence où il y a des publications directes. Oui, exactement. Vraiment, c'est la meilleure chose à faire. Et puis, si vous pouvez pas vous déplacer, le Conference Alert, le site, il y a des sites, vous pouvez communiquer en ligne, d'accord? Vous pouvez ne pas vous déplacer, d'accord? Mais choisissez, comme je vous ai dit, des conférences où vous communiquez et vous publiez en même temps. Stratégie. Alors, une dernière question. Comment vérifier, s'il vous plaît, la validité d'un questionnaire? La validité du questionnaire, elle va être, vous allez faire au début, donc c'est ce qu'on appelle l'ACP, etc. Il faut faire une étude exploratoire du questionnaire au début via SPSS, d'accord? Via le logiciel. On peut pas vérifier. Vous pouvez vérifier qualitativement en essayant de faire une trentaine de questions, de publier le questionnaire avec une trentaine de répondants pour voir par rapport aux questions, si vous devriez reformuler les questionnaires, etc. Mais il faut passer par le logiciel SPSS pour vérifier cette validité.
Alors, il y a une question de Madame Mariam, j'ai oublié de la poser. Euh, pardon. Une idée sur la microsimulation. Aucune idée. Moi aussi, aucune idée. Microsimulation, ça veut dire microsimulation. Aucune idée. Bon, on est des chercheurs, on va juste chercher. Mais Oui, aucune idée. Vraiment aucune idée. oui, moi aussi, j'ai aucune idée. On dormira. C'est bien, c'est bien. On Oui, aura quelque chose on aura une valeur ajoutée. oui. Voilà. Sinon, Youssef, oui, on va partager. Je vais partager un exemple de fiche de lecture sur la page. Comme ça, vous pouvez avoir un modèle. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup, Mariam. C'était très, très, très pertinent. C'était très généreux de ta part. Alors, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris. Et Inch'Allah, ce ne sera pas le dernier live. Inch'Allah. Il y aura d'autres lives qui seront bien sûr plus pointus, plus détaillés. Alors voilà. Oui. Excusez-moi, s'il y a des personnes qui ont des questions, s'il vous plaît, envoyez-moi un message. Ne m'ajoutez pas, mais envoyez un message pour que je comprenne que c'est par rapport au doctorat, etc. Et puis, je suis ouverte à toutes questions et je réponds facilement aux questions. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup. Tu es généreuse et c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Alors voilà, merci la communauté Marketland et merci aux doctorants, merci aux professeurs présents. Je vous dis à bientôt. Merci. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.